On a tous une idée de comment fonctionnent les êtres vivants complexes. Mais les bactéries? La physiologie bactérienne, c'est justement ça. C'est leur mode d'emploi, le plan secret qui leur dit comment vivre, comment manger et surtout comment se multiplier à une vitesse, mais alors une vitesse absolument folle. Et ça nous amène à la question centrale. Comment est-ce qu'une unique petite cellule peut devenir des milliards, et ce, en une seule journée? Ça paraît fou, non? On dirait presque de la science-fiction. Mais non, c'est de la pure biologie. Et on va essayer de décrypter ce mystère ensemble. Donc, pour faire simple, la physiologie bactérienne, ça se résume à quoi? En fait, c'est l'étude de 3 choses essentielles. Premièrement, de quoi elles se nourrissent. Deuxièmement, comment elles transforment cette nourriture en énergie. Et troisièmement, comment elles utilisent toute cette énergie pour grandir et se multiplier. C'est le cycle de la vie, version bactérie. Allez, on commence par le début, la première étape, la nutrition. Pour qu'une bactérie puisse construire quoi que ce soit, il lui faut des matériaux de base. Pensez-y vraiment comme une liste de courses universelle, les ingrédients indispensables à la vie. Alors, si on regarde de quoi est faite une bactérie, le premier ingrédient, et de loin le plus important, c'est l'eau. Jusqu'à 90% de son poids, c'est de l'eau, un peu comme nous finalement. Mais le plus intéressant, c'est ce qui reste quand on enlève toute cette eau, ce qu'on appelle la masse sèche. Et là, le roi incontesté, c'est le carbone. C'est la charpente, la base de tout. Ensuite viennent l'oxygène, l'azote et quelques autres éléments pour compléter le tableau. Voilà, ce qu'on appelle les macronutriments, les gros morceaux. On peut continuer avec l'analogie de la cuisine. L'eau, c'est le récipient, ce dans quoi tout va se mélanger. Le carbone, c'est clairement la farine, l'ingrédient de base. L'azote et le phosphore, ce serait un peu comme les œufs ou le sucre, essentiel pour faire les protéines et l'ADN. Et puis il y a le soufre, disons que c'est l'épice un peu spéciale qui donne leur forme et leur fonction à certaines protéines clés. Maintenant, il faut savoir que toutes les bactéries ne sont pas logées à la même enseigne. Il y a les faciles à satisfaire, les prototrophes. E. coli en est un super exemple, on lui donne les ingrédients de base et hop, elle se débrouille pour tout fabriquer elle-même. Et puis, il y a les difficiles, les oesotrophes. Celles-là, elles sont un peu plus exigeantes. Haemophilus influenza, par exemple, a besoin qu'on lui serve des plats préparés, des vitamines ou des acides aminés, déjà tout fait. Sinon, rien ne se passe. Ok, donc la liste de courses est faite, les ingrédients sont là, et maintenant? Maintenant, il faut passer en cuisine. C'est l'étape du métabolisme. C'est là qu'on va voir comment la bactérie transforme tout ça en énergie, en carburant pour vivre, et bien sûr pour se diviser. Pour générer cette énergie, les bactéries ont en gros 2 options, 2 types de moteurs. La première, c'est la fermentation. Imaginez un petit moteur d'appoint. Ça démarre vite, ça n'a pas besoin d'air, mais bon, le rendement est vraiment faible. Et puis il y a l'option haute performance, la respiration. Là, c'est le V12. C'est un processus beaucoup plus complexe, super efficace, qui va produire une quantité d'énergie phénoménale en comparaison. Alors, comment ça marche, ce moteur haute performance? La respiration, en version simplifiée bien sûr. D'abord, la bactérie casse son carburant, disons du glucose. En faisant ça, elle libère des électrons pleins d'énergie. Ces électrons, ils ne se baladent pas au hasard, non. Ils sont passés de main en main le long d'une véritable chaîne de montage. Et c'est ce passage, cette réaction en chaîne, qui va générer une tonne d'ATP, qui est en quelque sorte la batterie de la cellule, sa monnaie énergétique. Bon, on a vu que la bactérie a fait ses courses et qu'elle a fait le plein d'énergie. La suite logique, c'est quoi? Eh bien, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, se multiplier. Et c'est là que les choses deviennent vraiment exponentielles. Regardez ce chiffre. 20 minutes. C'est tout ce qu'il faut à une bactérie E. coli pour se diviser en 2, quand tout va bien pour elle. 20 minutes. 1 devient 2, 2 deviennent 4, 4 deviennent 8. Faites le calcul sur une journée, ça donne le vertige, non? Mais attention, cette croissance folle ne démarre pas tout de suite au quart de tour. Quand des bactéries arrivent dans un nouvel environnement, même s'il est parfait, il y a d'abord une phase d'adaptation, la phase de latence. Elles prennent le temps de s'installer, d'analyser ce qui les entoure, de préparer leurs outils, bref, elles se mettent en condition. Pas encore de division à ce stade. Et puis, une fois qu'elles sont prêtes, c'est parti. C'est la phase exponentielle. Là, les ressources sont abondantes, tout est parfait. La population se met à doubler et à doubler encore à un rythme effréné et constant. C'est une véritable explosion démographique. Forcément, ça ne peut pas durer éternellement. À un moment donné, on arrive à la phase stationnaire. Pourquoi? Parce que la nourriture commence à manquer et en plus, les déchets produits par les bactéries s'accumulent et rendent le milieu moins accueillant. La croissance va donc ralentir jusqu'à atteindre un équilibre. Il y a autant de nouvelles bactéries qui apparaissent que de vieilles qui meurent. La population stagne, elle atteint un plateau. Et enfin, la dernière étape, inévitable, la phase de déclin. Là, le milieu devient carrément toxique. Il n'y a plus rien à manger et il y a trop de déchets. Le taux de mortalité explose et dépasse largement le taux de naissance. La population s'effondre. C'est la fin du cycle de vie de cette colonie, du moins dans un environnement fermé comme une boîte de pétri.
Il y a un autre facteur absolument crucial qui va influencer tout ça, c'est l'oxygène. C'est simple, pour certaines bactéries, les aérobies strictes, l'oxygène est indispensable à la vie. Pour d'autres, les anaérobies strictes, c'est un poison violent. Et puis, il y a les plus malignes, les aéro-anaérobies facultatives. Elles sont un peu comme des voitures hybrides. S'il y a de l'oxygène, super, elles utilisent leur super moteur, la respiration. S'il n'y en a pas de problème, elles passent sur leur petit moteur de secours, la fermentation, elles s'adaptent. Alors, on a vu tout ça. La nutrition, l'énergie, la croissance. Mais au fond, à quoi ça sert de connaître toutes ces règles, ce fameux mode d'emploi? Eh bien, c'est simple. Si on connaît le code, on peut le hacker. On peut apprendre à contrôler ces bactéries, à les cultiver et surtout à les combattre quand c'est nécessaire. Et tout l'intérêt pratique est résumé ici. C'est en comprenant ces bases qu'on peut agir concrètement en médecine. On connaît leurs besoins nutritionnels? Parfait. On peut leur préparer un milieu de culture sur mesure pour les faire pousser en laboratoire. On connaît leurs besoins en oxygène ou leur température idéale? On sait exactement dans quelles conditions les incuber. Leur profil biochimique unique, leur moteur, nous aide à mettre un nom dessus, à les identifier. Et le plus important peut-être, en comprenant ce qui peut bloquer leur croissance, on peut tester l'efficacité des antibiotiques. C'est exactement le principe de l'antibiogramme. Voilà. C'est exactement ça l'enjeu final. Toute cette connaissance, ce n'est pas juste pour la beauté de la science. L'objectif est très concret. On reproduit leurs conditions de vie en laboratoire pour pouvoir les isoler, les identifier et trouver le meilleur moyen de les combattre lorsqu'elles provoquent une infection. Donc, en comprenant leurs règles du jeu, on gagne un pouvoir incroyable pour lutter contre les bactéries dangereuses. Mais il y a une dernière pensée qu'on pourrait avoir. Au-delà du combat contre les maladies, l'étude de ces championnes de la survie et de l'adaptation, ça nous pousse à nous poser une question. Qu'est-ce que ces organismes, qui sont là depuis des milliards d'années, peuvent vraiment nous apprendre sur la résilience et sur les règles les plus fondamentales de la vie elle-même?